Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Nouvelle action en justice pour le collectif On veut des profs qui demande une indemnisation de l'État pour toutes les heures de cours perdues pour les élèves. Alors cela va-t-il aboutir? Quelle réponse de l'éducation nationale? On en parle tout de suite sur ce plateau. Deuxième partie d'émission, on vous présentera Easy English, une application qui facilite l'apprentissage de l'anglais. Sa fondatrice sera avec nous sur ce plateau. Enfin dans sa chronique, quoi de neuf sur les réseaux, Guillaume Blanc nous parlera d'une influenceuse qui, sur les marches de Cannes, a été victime de cyberharcèlement. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Et pour commencer ces infos, le ministre de l'Éducation nationale a dévoilé ses toutes premières mesures sur la santé mentale à l'école. Il n'y a aucun doute, la situation de la santé scolaire n'est pas satisfaisante et nous devons agir. Voici donc les mots de Pape Ndiaye lors d'un entretien accordé hier à l'agence France Presse. Il a insisté sur la vigilance particulière pour les préados et ados, affirmant que le confinement n'a pas aidé, voire a certainement aggravé des difficultés qui existaient déjà, telles que, entre autres, les tentatives de suicide ou encore, de manière plus générale, des états dépressifs. C'est pourquoi le numéro national de prévention du suicide, le 3114, sera inscrit dans tous les carnets de correspondance de tous les élèves de collège et de lycée, et ce, dès la rentrée prochaine. Ce numéro pourra d'ailleurs être utilisé par les professionnels de l'éducation nationale. Enfin, un modèle de protocole sur la santé mentale sera décliné dans chaque établissement. L'idée étant de suivre ce qui a été fait avec le programme phare sur le harcèlement. Toujours en lien avec ces annonces, les CPE seront intégrés à ce nouveau dispositif. Effectivement, puisque le ministre Pape Ndiaye va lancer dès la rentrée prochaine également une formation à la santé mentale pour les personnels de la vie scolaire, les conseillers principaux d'éducation, donc les CPE. Objectif affiché par le ministère, détecter les états de fragilité et les difficultés des élèves. Ces personnels pourront ainsi orienter vers des séances Mon Parcours Psy. Il faut le rappeler, les ados ont le droit à 8 séances de psy gratuites. Et à minima, il s'agira donc de former 2 adultes par établissement au secourisme en santé mentale, donc les CPE, et ce, dès l'année prochaine. On poursuit ce journal avec cette manifestation hier après-midi aux abords du ministère de l'Éducation nationale. Et ils étaient plusieurs dizaines de personnes, des parents, des élèves, des enseignants ou encore du personnel éducatif rassemblés non loin de la rue de Grenelle pour demander à être reçus par le ministre de l'Éducation lui-même. Tous réclament des moyens supplémentaires. En Seine-Saint-Denis, il y avait plusieurs établissements d'Aubervilliers, de Montreuil ou encore de Villemomble qui avaient fait donc ce déplacement. Et parmi les témoignages recueillis, celui d'un professeur d'anglais qui dénonce le fait que le rectorat a prévu d'enlever 80 heures de langue d'ici la rentrée prochaine. Et selon ses calculs, cela ferait qu'il y aurait 30 à 35 élèves par classe de première et de terminale d'ici la rentrée. Des jeunes qui s'inquiètent de ne pas pouvoir rentrer tout simplement dans ces classes. Et plusieurs enseignants réclament également que les effectifs ne dépassent pas 24 élèves par classe dans le département. Vive émotion dans le Pas-de-Calais où une adolescente de 13 ans s'est suicidée. Les faits se sont effectivement produits le 12 mai dernier, date à laquelle le corps de la jeune fille a été retrouvé chez elle. Et cette question, à présent, l'adolescente a-t-elle été victime d'harcèlement? C'est ce que s'attachent à déterminer tout simplement les enquêteurs. 6 adolescentes ont été auditionnées. Des procédures ont également été menées au sein de l'établissement et des signalements avaient été faits auprès des services académiques avant le suicide de la collégienne. La réaction hier soir sur Twitter du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye: le harcèlement à l'école est un fléau que nous devons combattre collectivement pour le bien-être de nos élèves, pour leur sécurité, pour le vivre ensemble, en remettant aujourd'hui le prix non au harcèlement. Je pense à l'INSEE, sa famille, ses amis. Nous continuons le combat. La jeune fille, élève de classe de 4e, a été enterrée lundi. Triste constat également pour terminer, une étude de médiamétrie commandée par l'ARCOM, Agence de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, révèle que les mineurs fréquentent de plus en plus les sites pornographiques. Et en 2022, ce sont quand même 2 300 000 mineurs qui ont consulté ces sites. Un chiffre en hausse de 36% en 5 ans, soit 600 000 jeunes de plus par rapport à 2017. Alors dans le détail, les jeunes âgés de 12 à 17 ans, ils passent en moyenne par mois, les garçons entre 50 minutes
minutes à plus d'1 heure, tandis que pour les filles, cela varie entre 49 minutes à 1 heure. À titre de comparaison, le temps passé par les adultes est en moyenne de près de 2 heures par mois et de 16 minutes par jour. À noter qu'un garçon sur 2 se rend sur un site pour adultes chaque mois. Enfin, l'étude révèle également que 8 jeunes sur 10 consultent ces sites internet via leur téléphone portable. Merci beaucoup Guillaume. Le collectif On veut des profs demande une indemnisation de l'État pour toutes les heures de cours perdues pour les élèves. On en parle tout de suite, c'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Maître Pitcher, Joyce Pitcher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate et représentante du collectif On veut des profs, le fameux collectif dont je parlais juste à l'instant. Et Alix Rivière, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous à nouveau sur le Grand JT. Vous êtes porte-parole de la FCPE de la Seine-Saint-Denis. Alors la problématique de l'absentéisme des profs est bien réelle et récurrente. On en a parlé très souvent sur ce plateau, notamment avec vous, Alix Rivière. À titre d'exemple, dans le collège Marie Curie à Paris, dans le 18e, on constate en moyenne, sauf, détrompez-moi, mais je crois que c'est 1 mois d'absence par an des profs. Donc c'est extrêmement lourd en nombre d'heures perdues. Et c'est le cas dans beaucoup de villes, bien sûr, en France, et cela pour diverses raisons qu'on va évidemment développer ici sur ce plateau. Nouvelle action, donc là, Joyce Pitcher, en justice, pour le collectif On veut des profs, qui demande une indemnisation de l'État pour toutes les heures de cours perdues pour les élèves. On vous avait déjà reçu donc, dans le Grand JT pour évoquer justement une action en justice il y a 1 an, mais vous aviez donc lancé contre l'État, il me semble. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi la refaire? Pourquoi être à nouveau ici? Pourquoi avoir relancé? Alors, initialement, donc, je vais peut-être rappeler un peu la jeunesse de l'action. Donc, des parents sont venus nous voir l'année dernière, au mois de mai-juin, nous disant, on constate, c'était des parents de Paris 18e et dans le 93 également, on constate de nombreuses heures d'absence qui ne sont pas remplacées, le problème étant vraiment le remplacement des professeurs. Et c'est un problème qui est récurrent d'année en année, qui se reproduit systématiquement. On parle au rectorat, on parle au chef d'établissement, on échange entre nous, on échange avec les députés, etc. On ne trouve pas de solution et on aimerait coordonner une action en justice massive, nationale et coordonnée. Est-ce que donc votre cabinet peut gérer ce genre de choses, puisque nous on est un cabinet donc qui coordonne des actions collectives sur divers sujets. Et donc là on travaille avec Louis Lefoyer de Costil, qui est un confrère qui intervient en droit de l'éducation. On a lancé donc des procédures contre l'État pour demander des indemnisations pour réparer en fait ce manquement de l'État, puisque le droit à l'éducation est un droit constitutionnel, et donc c'est un manquement de l'État de ne pas assurer d'avoir un professeur dans chaque classe. La différence entre l'année dernière et cette année, enfin et maintenant et aujourd'hui. Voilà, et donc aujourd'hui, ce qu'on constate à nouveau, c'est qu'il y a toujours la même situation qui se reproduit. Le ministre a annoncé que c'était 15 millions d'heures perdues dans l'année, et donc les parents, à nouveau, veulent se rassembler pour engager une nouvelle action. Alors, je dis une action, mais en réalité, c'est une action par famille, c'est vraiment... Donc c'est un nombre de dossiers finalement définis. Vous êtes à combien de dossiers? Oui. Là, on a environ 200 dossiers, tout confondus. Et là, pour l'année dernière, en tout cas, et là, on relance donc de nouvelles actions pour cette année. Mais les actions menées l'année dernière, est-ce qu'elles ont... Elles sont toujours en cours. Alors, il y a eu 2 types d'actions. Il y a une action au fond, donc en indemnisation. Là, c'est toujours en cours parce que les délais des tribunaux sont ce qu'ils sont aussi. On aura sûrement des décisions à l'automne. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi lancé des actions d'urgence en référé en cours d'année pour des établissements dans lesquels il n'y avait pas de professeur pendant plus de 15 jours. Saisissant le tribunal en disant « il faut trouver un professeur pour cette classe-là ». Et on a eu des réussites sur ces actions-là, puisque notamment à Paris et à Ambroise, on a réussi à obtenir des remplacements de profs qui n'étaient pas là pendant plus de 8 semaines et qui n'étaient pas remplacés. Et donc là, au bout d'1 semaine après notre intervention, on a eu des remplacements. Donc c'est quand même quelque chose d'assez positif et plutôt encourageant. En attaquant la justice, puisque effectivement l'éducation gratuite est un droit constitutionnel, en attaquant la justice, qu'est-ce que vous espérez de l'État? Est-ce que vous espérez faire pression sur l'État et sur l'éducation nationale de manière générale? Voilà, c'est vraiment la volonté des parents, c'est avec un nombre significatif de dossiers, d'arriver à faire pression et de pouvoir avoir ce dialogue avec l'État, puisque les parents ne se sentent aujourd'hui pas entendus, en fait. On a l'impression qu'on ne prend pas la mesure du problème. Donc c'est vraiment cet objectif-là. L'objectif, il n'est évidemment pas financier, puisque les demandes qui sont formulées sont vraiment symboliques. On demande 10 € par heure d'absence dans le second degré et 50 € par journée d'absence dans le premier degré. Donc c'est vraiment des sommes qui sont symboliques.
Mais vous pensez qu'en faisant jouer la carte effectivement de l'argent, de l'indemnisation finalement financière, l'État peut plus réagir que si on était juste dans un cadre symbolique? Oui, voilà, exactement. C'est en tout cas l'objectif des parents. Oui. Alex Rivière, je rappelle que vous êtes porte-parole de la FCPE en Seine-Saint-Denis. C'est une situation que vous vivez évidemment aussi, l'absentéisme des professeurs. Est-ce que vous soutenez l'action d'On veut des profs? J'ai envie de lui dire bienvenue à bord, parce que c'est un sujet sur lequel nous on travaille depuis longtemps, puisque la Seine-Saint-Denis, c'est quelque chose, c'est un territoire qui est frappé par cette carence depuis 2 décennies. Il y a de nombreux rapports parlementaires qui en parlent, tout est renseigné. Maintenant, nous, la saisine référée, par exemple, on hésite toujours à la faire parce qu'on sait exactement comment l'Éducation nationale réagit, c'est-à-dire qu'ils aident Pierre pour habiller Jacques. On l'a constaté au moment de la mandature de Nicolas Sarkozy, quand les 80 000 postes ont commencé à être détruits, quand on faisait pression dans une école. On savait pertinemment, Seine-Saint-Denis, en fait, dans quelle école était le professeur pour être mis dans l'école qui faisait pression sur l'Éducation nationale. Donc nous, on ne voulait pas non plus basculer dans ce côté, cannibalisant pour d'autres qui n'auraient rien fait. Concernant les recours individuels, nous sommes effectivement aussi sur des salles de recours individuels, mais on est dans une autre philosophie. Nous, c'est aussi, on a envie d'apprendre aux parents à pêcher, à être autonomes, c'est-à-dire qu'on s'oblige à les accompagner, mais aussi à leur donner énormément d'autonomie dans leur action. Et l'avocat qui nous représente, en fait, est évidemment un adhérent de la Seine-Saint-Denis qui travaille complètement bénévolement. On n'est pas sur une recherche d'une indemnisation pour amortir justement les frais de procédure auprès de son cabinet, même si on est d'accord qu'il y a des frais fixes qui sont inaliénables. Sur le recours individuel, je vous dis, on a une salle qui est prête, on a un plan d'action qui est en place. Donc, je pense qu'on fait chacun finalement quelque chose en jeu d'orgue dans son coin. Ça vaudrait certainement le coup que nous en discutions hors antenne et qu'on voit comment est-ce qu'on peut bâtir quelque chose autrement. Joindre vos forces, oui, effectivement, forcément. Vous allez dans le même sens. Ah bah oui, évidemment. Nous, on est tout à fait ouverts et on a tendu la main. D'ailleurs, il y a la FCPE de Paris qui soutient vraiment le mouvement. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde se rassemble dans le même sens. Et d'autres avocats peuvent intervenir, bien sûr, même sous le nom de On veut des profs ou indépendamment ou peu importe. Mais en fait, le côté inédit de l'action, c'est que nous, on a l'habitude de travailler avec des plateformes, avec la plateforme justice.cool notamment, qui nous permet en fait de fluidifier le traitement pour les avocats et donc de traiter plusieurs milliers de dossiers. Nous, au cabinet, on traite plus de 20 000 dossiers sur différents sujets, en fait. Et donc, c'est cette fluidité qui nous permet d'amener une masse de dossiers. Si aujourd'hui, on avait 5-10 000 dossiers sur les profs, on pourrait tout à fait les traiter. Alors, effectivement, après, à la fin de la procédure, on conservera les frais de justice qui sont attribués par le juge et 20% de l'indemnisation qui est obtenue par les parents. Parce que, naturellement, on exerce notre profession d'avocat et même si on prend un risque en traitant ces dossiers sans frais à l'entrée pour les parents, naturellement, on percevra une rémunération si la procédure succède. Alors effectivement, vous le disiez, cette attaque en justice est tout à fait, innovante, en tout cas nouvelle, assez étonnante, puisque effectivement vous voulez contraindre, si je comprends bien, l'État, mais par le biais aussi du ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que là, en fait, on prend finalement l'un pour taper sur l'autre, ou en tout cas on entend les faire se confronter afin qu'ils se rendent compte d'une situation que seuls les élèves, professeurs également, et on va y revenir, et parents vivent au jour le jour et qui est extrêmement pénible pour tout le monde. Oui, exactement. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif de porter la parole en fait des parents qui aujourd'hui n'ont pas trouvé d'autres moyens pour arriver à ce but qui est vraiment un but d'intérêt général, parce qu'on sait très bien que seule une certaine frange de la population pourra même accéder à l'action, parce que certains ne parlent pas français, n'ont pas forcément d'ordinateur, etc. C'est une procédure qui est toute en ligne. Qui baissent les bras, tout simplement. Et qui baissent les bras, vraiment. On n'est rien, et ils se sentent trop petits. Exactement. Et donc cette action en justice, elle a vraiment pour vocation de servir cet intérêt général commun pour l'école. Qu'on comprenne bien, c'est pas une action que vous menez contre les profs. Vous jugez juste l'absentéisme des professeurs inacceptable face
au manque finalement d'action de l'État pour contrer ce problème d'absentéisme? En fait, c'est pas du tout l'absentéisme qui est visé, c'est le problème du non-remplacement. Voilà, donc évidemment, les professeurs ont le droit d'être absents. Et d'ailleurs, ils sont souvent absents parce qu'ils sont en formation. Et ça, c'était la FCPE 75 qui l'a rappelé dans la presse cette semaine encore. Je crois que c'est un tiers, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il y a beaucoup d'absences qui sont liées à des formations internes. Donc c'est vraiment ce problème de remplacement et pas l'absentéisme des profs qui, évidemment, n'est pas du tout visé ici. Alix Rivière, pareil, c'est-à-dire que les professeurs sont avec vous aussi dans ce combat? Bon, au départ, non, et puis après, ça s'est fait différemment parce qu'on voyait bien qu'on n'arrivait pas à aller au bout. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur la partie financière pour les parents. Enfin, je veux dire, vraiment, on est dans une toute autre philosophie à la FCPE. Et la FCPE 75 n'est pas représentative de la FCPE, la FCPE tout court dans son ensemble. Donc, c'est compliqué de... En plus, Paris... Pour le coup, en fonction des quartiers, il y a une disparité absolue. Je dirais qu'il y a des quartiers qui sont traités comme la Seine-Saint-Denis et puis d'autres quartiers qui sont beaucoup mieux traités. Alors, donc on est sur quelque chose d'un petit peu atypique. Rappelons-nous que Paris, c'est un... J'aimerais justement comprendre. Oui, Alex, dites-nous justement ce que vous espérez dans ce combat-là pour l'indemnisation effectivement des familles. Mais moi, ma crainte par rapport à ce collectif, c'est... alors, en plus, le collectif, vous avez parlé de non-étiquetage, mais le collectif On veut des profs, c'est un étiquetage qui cible précisément les profs. Mais la difficulté du système, elle ne tient pas seulement sur l'absentéisme des professeurs. Elle tient sur l'absence un nombre incalculable de personnel. Et quand on parle d'absentéisme, il ne faut pas le prendre comme un gros mot. Enfin, je veux dire, c'est pas grave d'être absent. Bon, effectivement, il y a des bonnes raisons. Sur ce que vous disiez pour les congés formation, oui, très bien, mais il y a énormément de congés qui sont anticipables et qui ne sont pas repris par l'Éducation nationale en remplacement. Donc, encore une fois, je pense qu'on n'est pas du tout dans la même dimension. Là, on est sur vous, ce que vous décrivez, c'est sur le fonctionnement d'une plateforme qui ne sert pas que l'intérêt général, puisque on est aussi sur une plateforme qui vit de son modèle économique, tout simplement. Nous, on est des bénévoles et on fait l'action, je veux dire, dans le cadre effectivement d'une association, loi de 1901, à but non lucratif. Une réaction, Joyce Pitcher. Donc là, je comprends que Alix Rivière nous indique qu'elle est plutôt contre l'action On veut des profs parce qu'elle est en ligne et organisée par une plateforme qui va être rémunérée, etc. C'est ça que je comprends. Je pense pas... Moi, après, je ne sais pas si on doit entrer dans ce débat-là. Après, je ne pense pas que les actions que vous meniez soient suffisamment massives, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de nombre de dossiers pour avoir un impact. Moi, aujourd'hui, je suis juste avocate. Je représente des parents qui me saisissent. Aujourd'hui, ces parents, on comprend qu'ils ont un besoin de rassemblement. Et aujourd'hui, ce rassemblement, ils n'arrivent pas à le trouver. Et d'ailleurs, on a été saisis il y a quelques semaines de parents à Ambroise, un papa qui a trouvé dans un journal le collectif, qui nous a contactés en nous disant « Je ne trouve aucune solution ». J'ai même contacté les associations de parents d'élèves sur place. Ils ne savent pas quoi faire non plus. Et donc, on trouve dans cette action collective et nationale, parce qu'on a vraiment des dossiers qui viennent de plus de 20 académies. Donc, c'est vraiment dans toute la France. C'est pas du tout Paris. Hein. C'est vraiment dans toute la France. Et donc, on trouve ce besoin des parents de se rassembler. Et donc là, ils font chacun une action qui est individuelle, mais c'est comme quand vous signez une pétition sur Change, par exemple. Vous voyez, vous signez votre pétition et à la fin, on se retrouve 20 000 à être d'accord autour d'un sujet. Donc là, ce qui est reproché, je comprends par Alix Rivière, c'est qu'il y a un caractère financier parce qu'à la fin, il y a des frais de justice qui vont être récupérés. Malheureusement, je ne vois pas comment on peut traiter un tel volume de dossiers différemment et je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça ait déjà été fait. Et moi, je serais ravie d'être 100% bénévole à traiter 20 000 dossiers, mais matériellement, c'est absolument impossible. Les indemnités que vous demandez à Alix Rivière, elles sont du même ordre que celles demandées par Joyce Pitcher, par famille, par heure de cours perdue? Moi, je voulais juste revenir sur le nombre de dossiers. Je suis surprise que Joyce Pitcher ait le nombre de dossiers qu'on a à traiter et qu'on dépose pour l'administratif. Parce que moi-même, par exemple, je n'ai pas l'intégralité du nombre. Comment dire sur les
comment dire, sur les indemnisations, moi, j'ai pas en tête l'intégralité de tous les dossiers, comment ça a été fait, parce qu'il y a des familles qui posent les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur une déclinaison de 10 euros par heure dans le second degré et de 50 euros par jour dans le premier degré. Ça dépend aussi, encore une fois, de ce que les familles vont exiger. Donc, non, moi, je m'émeus sur le fait qu'effectivement, on est sur un modèle économique qui fonctionne avec un appel d'air. Nous, on est sur une autre démarche de tactique, c'est-à-dire que pour nous, c'est des salles qui doivent se faire par vague, beaucoup plus, comment dire, calquées sur le calendrier scolaire. Mais bon, vous êtes une avocate, c'est votre métier, je ne vais pas projeter par votre métier. En tout cas, vous allez dans le même sens puisque vous revendiquez justement, c'est ça voilà, qui est intéressant, c'était très important, mais c'est très important effectivement de le souligner. Pardon ? Juste pour terminer, nous, on est pour l'ensemble des personnes qui manquent à l'éducation nationale. Alors, je perds la connexion, Alix Rivière, pardon. Redites-moi, excusez-moi. Je dis, elle est plus large que sur les professeurs. On a aujourd'hui un problème réel d'adultes formés auprès de nos élèves, et vous le savez. Donc, les professeurs, c'est la tête de proue, c'est la tête de gondole. Moi, ma crainte, c'est aussi qu'on résolve les professeurs et qu'il n'y ait pas tout le reste derrière. Parce que l'éducation nationale, il faut bien se dire une chose. Hein. Quand je dis déshabiller Pierre pour habiller Jacques, c'est-à-dire que quand vous faites une action quelque part et que le prof arrive, on va dire, dans les 48 heures dans la semaine, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un prof qui a été enlevé quelque part, dans un groupe, dans une école, dans un collège, dans un lycée, où vous avez des parents ou des professeurs qui ont été moins véloces. Donc, est-ce que ça, c'est aussi servir l'intérêt général ou pas ? Moi, je pose la question aussi comme ça. Oui. Et je pense que ça vaudrait le coup qu'on ait un débat hors antenne sur ça. Mais avec joie, en tout cas, si vous avez envie de le faire, c'est l'occasion ou jamais, puisque c'est ce qui permet aussi de vous retrouver sur un plateau comme ça, de faire naître des associations futures. En tout cas, j'aimerais qu'on reprenne juste un point précis pour tous ceux qui nous regardent, en fait, qu'on comprenne quel est l'impact aussi pour tous ces élèves. Évidemment, il y a un impact sur l'apprentissage, très clairement, puisque ce sont des heures perdues. Donc ça veut dire quoi ? Des enfants qui, en fonction, finalement, n'ont pas le même nombre d'heures de cours. Donc, Alix Rivière, ça pose le problème aussi de l'égalité des chances ? Complètement. Nous, au Savoir Seine-Saint-Denis, on a coutume de dire que les heures de cours perdues, c'est vraiment un des vecteurs qui permet d'approvisionner en humains les spots de deal. Donc, au sens où les élèves sortent du collège, sur la route, croisent des petits frères, des grands frères, ce qu'on veut, et on sait que les choses commencent comme ça. Mais je voudrais revenir quand même sur la notion du collectif. Moi, je suis quand même très surprise qu'on s'attache aujourd'hui à être sur ce type de fonctionnement, parce qu'on voit bien, par exemple, qu'Emmanuel Macron a créé énormément de collectifs depuis qu'il est au gouvernement, donc sur le CNR, sur l'environnement, sur ce genre de choses, et que malgré les moyens financiers qui sont super découplés par rapport à un collectif basique, on voit bien que ça ne marche pas non plus. Donc moi, je m'interroge quand même sur la portée des collectifs sur du long terme. Voilà. Une réaction par rapport à ça, Joyce ? Sur la portée des collectifs. Bon, moi, encore une fois, je vais peut-être juste rappeler, moi, je viens expliquer l'action parce que je suis l'avocate saisie par des familles. Je vous dis l'objectif des familles. Je pense qu'on peut tous se rassembler dans le même sens. J'ai l'impression que, en tout cas, la FCPE est d'accord pour dire qu'il faut des actions en justice. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un problème qui est quand même sérieux. Vous venez de soulever que ça creusait les inégalités. Oui, et je rappelle quand même que le Code de l'éducation nous dit que l'éducation est une priorité nationale et que justement, elle a pour objectif de réduire les inégalités. Et on constate dans le 93 dont Alix Rivière vient qu'il y a énormément de dossiers qui nous sont transmis parce que c'est effectivement un secteur dans lequel il y a des difficultés et des inégalités sociales se creusent à cause de ça. Les difficultés qui sont de 293 heures de cours manqués dans certains établissements quand même. On a un dossier comme ça, 293 heures manquées en une année. La semaine dernière, on a reçu une maman de Montreuil qui était en larmes, effondrée, qui même m'a dit « Moi, je suis à deux doigts de faire une grève de la faim, en fait. » Donc voilà, les parents ont besoin de cette action pour se rassurer, de ce que je comprends. Parce qu'il faut aussi comprendre, si on parle quand même de 15 millions d'heures annulées au total, faute de profs. Donc, est-ce que déjà le ministère valide ces infos, ces heures ?
C'est le ministre qui les a donnés. Bon voilà, donc c'est clairement validé. Allant de la maternelle jusqu'à la terminale, c'est aussi non seulement, donc on le disait, l'égalité des chances qui est bafouée puisque face à l'apprentissage ça ne marche pas, mais c'est aussi des parents, des familles entières qui sont complètement démunies, qui ne peuvent plus effectivement travailler. C'est bien le cas, c'est ce que vous rencontrez, j'imagine, de votre côté. Oui, effectivement. Alors, il y a à la fois des familles qui doivent s'organiser pour leur travail parce que leur enfant n'est pas accueilli à l'école, mais aussi ce qui est très difficile pour elles, c'est de voir que même si leur enfant est accueilli, il est dans des classes de niveau qui n'ont aucun rapport avec le leur. Donc, par exemple, une élève de CE1 qui va passer 2 mois à faire du coloriage. Et les stress aussi pour les parents, donc pour organiser Alix Rivière, effectivement, l'organisation, surtout quand ils ont plusieurs enfants, et puis de l'argent, ça coûte de changer sa vie, changer son organisation personnelle par rapport à son travail et son quotidien. Oui, mais c'est même encore plus ténu que ce qui vient d'être dit. Ça veut dire que quand vous faites manquer, quand un élève n'est pas en cours de façon perlée, alors si la cour de 8 à 9, si la cour de 16 à 17, vous imaginez bien que la tentation de ne pas y aller devient extrêmement élevée. Et la dynamique aussi qu'on observe, qui pour nous est très délétère et sur laquelle on voit les parents s'effondrer de la même manière. Enfin, Joyce Pitcher, tout ce que vous décrivez, en fait, on l'observe depuis assez longtemps. Et les recours qui ont été faits, effectivement, nous ne sommes pas avocats, vous l'êtes, vous avancez sur cette direction, vous allez droit au but. Mais la grosse problématique aussi à noter, c'est que les enfants sont supra-démotivés. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à les remettre dans les apprentissages. Même quand il n'y a pas eu, par exemple, d'anglais pendant 6 mois, au bout de 6 mois, c'est quand même très compliqué de reprendre le fil de cela. Donc oui, on a énormément de retours de parents là-dessus, notamment sur les dossiers que nous allons déposer dans le tribunal de Bobigny. Dernière question à vous deux, car malheureusement on n'a plus de temps, mais est-ce que vous avez une solution en tête? Alors la solution effectivement d'une action en justice, mais est-ce que, Alix Rivière, est-ce que vous avez une solution que pourrait proposer le ministère de l'Éducation ou l'État pour pallier ce problème? Alix Rivière? Allez-y, je laisse la main là-dessus parce que apparemment, moi je pense que sur les actions, ce sera évidemment un dédommagement financier, mais la vraie problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait réellement en termes de projet éducatif pour les enfants de ce pays, parce que c'est ça qui se passe. Quand on fait une réunion avec le recteur de l'académie de Créteil et qu'on dit on n'arrive pas à avoir d'infirmière, d'assistante sociale, ça a l'air de rien comme ça, l'assistante sociale, l'infirmière. Mais par exemple, ce sont des personnes qui participent aux cours d'éducation à la sexualité, aux addictions, des choses qui sont hyper essentielles pour le volet éducatif en fait, de nos enfants, notamment au niveau collège. Et on nous dit, si vous avez des noms à nous faire passer, n'hésitez pas. Donc voilà, ils sont complètement démunis et sans volonté réelle budgétaire de vraiment poser les choses pour que le service public de l'éducation nationale retrouve enfin la dimension qu'il mérite et que ça donne des clés pour le futur à nos enfants. Mais oui, on vous comprend très bien, évidemment, ce n'est pas que des professeurs, c'est évidemment tout le personnel éducatif, les AESH dont on a beaucoup parlé ici, tous les éducateurs qui suivent, les psychologues, les médecins et tout le personnel éducatif qui manque effectivement. Mais si les profs craquent et peuvent parce qu'ils sont épuisés, c'est parce qu'ils n'ont pas tous ces collègues auprès d'eux. Il faut bien en avoir conscience. C'est ça aussi la difficulté. Évidemment. Bien de foncer et d'aller récupérer quelque chose. Ma crainte aussi derrière, c'est qu'on bascule dans quelque chose d'assez délétère qui correspond au modèle suédois, à savoir de donner un chèque éducation pour compenser le « Ah ben vous n'avez pas eu de cours d'anglais, tenez, on vous donne 600 €, débrouillez-vous pour trouver le professeur qui fera les cours d'anglais à votre enfant ». Joyce Pitcher, en quelques secondes, puisqu'on doit rendre l'antenne malheureusement, quelques secondes, qu'est-ce qu'on attend en termes de date, un retour de votre action menée contre l'État? Alors, sur l'action qui a été engagée l'année dernière, on aura probablement des décisions à l'automne. Et là, les requêtes vont être déposées à la fin du mois de juin pour les nouveaux dossiers qui nous sont transmis pour l'année 2022-2023. Vous avez créé un hashtag, je crois, moins de 6 mois pour que les actions en justice soient plus rapides, non? Accélérons la justice, oui. Ce serait bien que ça s'accélère un peu plus. Oui, on essaye. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Joyce Pitcher. Je rappelle que vous êtes avocate et donc représentante du collectif On veut des profs. Alix Rivière, merci également d'avoir été avec nous, porte-parole de la FCPE de la Seine-Saint-Denis. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve.
Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Isabelle Chevènement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de Easy English, vous êtes professeure d'anglais et vous êtes partie du constat que chaque élève a un rythme de progression différent. C'est valable dans tout, ça, dans toutes les matières? Oui, je crois. Effectivement, c'est le constat que peut faire chaque professeur. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette application? Mon expérience d'enseignante. Oui. Parce que, effectivement, quand vous êtes en classe et vous faites cours et que vous voyez que vous perdez des élèves, vous vous remettez en cause quand vous quittez la salle et vous vous dites qu'est-ce que je peux faire pour être sûr que chaque élève progresse. Et c'est une question que tous les enseignants se posent. Bien sûr. Et avec le numérique, forcément, on a un très bel outil pour mettre en place une pédagogie différenciée. Et pourquoi, c'est quoi la différence entre, dans la classe, vous dites ils décrochent ou forcément ils ne suivent pas forcément parce que quoi? Parce que la pédagogie était trop ancienne, parce que le fait que ce soit numérique, c'est un outil qui est un peu plus ludique et qui permet d'autres choses. C'est les compétences psychosociales qui sont à portée de main, c'est quoi? En fait, une classe n'est jamais un groupe homogène. Vous avez toujours des élèves qui ont un vécu différent, un parcours différent, une motivation différente. On en parlait tout à l'heure. Et donc, il faut réussir à entraîner tout le monde autour d'un programme commun et faire progresser chaque élève. Donc, il va vraiment falloir mettre en place des activités spécifiques, adaptées, pour que l'élève soit dans une situation d'apprentissage qui lui convienne, pour qu'il progresse. Et donc, le numérique permet justement de mettre en place cette pédagogie différenciée. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans Easy English? Alors, Easy English, c'est une banque d'exercices qui est mise à la disposition des enseignants. Et contrairement à un manuel papier ou un manuel numérique, l'enseignant a accès à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'enseignant a accès au niveau A1 jusqu'au niveau B1. On s'arrête au niveau B1 pour le moment. Donc, le niveau B1, c'est le niveau qui est attendu en France à la fin de la scolarité obligatoire. J'aime bien le sourire que vous faites quand vous dites attendu en France. On sent qu'on est quand même à un niveau très bas. Hein. Écoutez, je suis une optimiste, donc je dirais qu'effectivement, alors l'an dernier, il y a eu le test Evalang qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et il se trouve qu'en fin de troisième, on devrait avoir un niveau A2. Seuls 50% de nos élèves atteignent le niveau A2 en fin de troisième. Donc on a beaucoup de travail à faire. Et ça, vous pensez que c'est vraiment un problème de pédagogie ? Il y a plein de choses. Il y a aussi des histoires de familles qui sont un petit peu différentes. Des familles vont pouvoir envoyer leurs enfants très facilement à l'étranger. Donc forcément, ça va aider. C'est assez peu sur le territoire, malheureusement. Voilà, c'est assez peu. Mais après, il y a aussi une appétence. Certains élèves ont une appétence pour les langues. D'autres un petit peu moins. Certains élèves sont timides et ne vont pas oser prendre la parole en classe. Et donc forcément, quand on ne prend pas la parole, c'est un peu plus compliqué de progresser dans une langue étrangère. Il y a plusieurs facteurs, il n'y a pas une seule raison.
Donc vous dites dans Easy English, plusieurs niveaux, effectivement, Oui. dont le niveau tant attendu à la fin de sa scolarité, en tout cas du second degré, Oui. qui serait un niveau très très bas dans beaucoup de pays du monde, malheureusement. Et donc on y trouve des exercices pour les professeurs qui sont donc à disposition. Tout à fait. Le professeur a accès à la banque d'exercices et il va pouvoir, grâce à l'application, donc, créer des groupes au sein de sa classe. Et il pourra assigner des activités différentes au sein des groupes en fonction des besoins de chaque élève. Donc, par exemple, on peut avoir une classe de 3e avec des élèves qui, en 3e, vont travailler sur des activités de niveau B1 et d'autres élèves qui travailleront sur les activités de niveau A2 ou A1 si le besoin se fait ressentir. Mais alors, du coup, on prône beaucoup la méthode d'apprentissage aussi des pays nordiques. Est-ce que l'idée, ce serait, pour qu'on puisse mieux apprendre, ce serait de démarrer plus tôt l'apprentissage de l'anglais, comme ça peut être fait chez nos amis finlandais ou norvégiens? Alors, ça se fait déjà. Certaines écoles ont mis en place, effectivement, au primaire, on commence l'apprentissage de l'anglais. Effectivement, c'est une bonne chose. Mais après, tout dépend comment c'est fait. Donc, voilà, il faut étudier. Et est-ce que vous auriez pour but de le démarrer plus tôt? Alors, nous, pour l'instant... on ne parle pas de classe d'âge, enfin de tranche d'âge, si vous voulez. Donc nous, on parle de niveau de compétence. Donc A1 et B1, effectivement, l'une de nos enseignantes qui utilise Easy English, et au départ l'avait utilisé pour le collège, l'utilise aussi avec des classes de primaire et ça marche très très bien. Donc tout dépend du besoin de l'élève, tout dépend de l'école. Voilà, on s'adapte. En fait, c'est aussi ça le numérique, c'est s'adapter. Et je pense que c'est ce qu'Easy English fait. Et oui, et l'avantage aussi, c'est la répétition. C'est-à-dire que quand on a un exercice fait, effectivement, sur un manuel, eh bien, pour tester et savoir bien si on l'a compris, on peut rééditer avec des phrases qui changent et donc des propositions. Alors ça, c'est notre ADN. C'est effectivement ce qui fait la différence d'Easy English par rapport à d'autres applications. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'élève fait l'exercice une première fois. Et lorsqu'il a terminé, il peut recommencer l'exercice autant de fois qu'il le souhaite, mais à chaque tentative, il aura de nouvelles phrases. Et comme vous le dites, cette répétition est essentielle puisque la répétition favorise la mémorisation. Ce sont les neurosciences qui le prouvent. Oui, puisqu'on en parlait juste avant que vous arriviez, on parlait de l'écrit. En l'occurrence, l'écrit, c'est quelque chose qui fait que ça rentre plus facilement dans notre cerveau, c'est la répétition de tout cela, parce qu'on est bon à l'oral pour certains, mais d'autres moins bons à l'écrit. C'est le cas pour moi, je dois l'avouer. Comment je peux faire pour mieux apprendre et mieux écrire surtout? Alors l'écrit, effectivement, est important. Ça permet de consolider ce qui a été vu en classe. Pendant plusieurs années, on a favorisé une approche orale, une production orale, et on s'est aperçu que les productions des élèves étaient pauvres en termes de lexique ou en termes de maîtrise de structure grammaticale. Donc il faut passer, pour consolider tout ce qui est vu en classe, par une approche, par des activités écrites. C'est ce qui va permettre de passer de la mémoire court terme à la mémoire long terme. Donc le court terme, c'est ce qui est fait en classe. L'élève va participer, produire différents énoncés. Et à la maison, ou même en fin de cours, il va s'entraîner de nouveau à l'écrit. À la maison, on insiste souvent, les enfants, on les incite à regarder les films en anglais, par exemple. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que ça marche? Ça marche, ça peut marcher. Oui, ça marche très bien. En fait, c'est aussi ce dont on parlait tout à l'heure. Toute méthode qui fait progresser est bonne, mais je dirais qu'il y a autant de méthodes que d'élèves. Vous voyez, donc c'est pour ça que nous, par exemple, sur Easy English, on a des activités extrêmement variées. On a énormément d'illustrations parce que les images sont un vrai support d'apprentissage pour de nombreux élèves. On a les enregistrements, on a des jeux sur les mots, on a des exercices avec de la compréhension écrite, avec des textes à trous, on a des phrases à trous. Et l'objectif, c'est que chaque élève trouve une activité qui lui convienne, puisque si l'élève fait quelque chose qui lui plaît, par définition, quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous progressez forcément. Et donc, Easy English, forcément, on progresse, on aime. Voilà, exactement. La question, Guillaume Non, effectivement, par rapport au vocabulaire, on l'évoquait ensemble, ce manque de vocabulaire, ça peut être un frein aussi pour nous. Comment est-ce qu'on peut passer justement cette barrière qu'on se met tout seul, en fait? Alors l'apprentissage du vocabulaire, effectivement, c'est un problème important. Et les recherches sur la mémorisation lexicale en ce qui concerne une langue vivante, estiment qu'il faut rencontrer de façon active le vocabulaire au minimum 7 fois. Donc ça veut dire qu'il va falloir utiliser chaque mot nouveau au minimum 7 fois. Donc ça peut être à l'oral, mais il va falloir passer par de l'écrit aussi. Vous voyez? Donc c'est la pratique.
Merci beaucoup en tout cas Isabelle Chevènement d'avoir été pour l'invitation avec nous sur ce plateau. Vous êtes la fondatrice donc de Easinglish, de Z-E-N-G-L-I-S-H, professeur d'anglais. Vous êtes professeur d'anglais où? Alors là, je suis en disponibilité puisque je me consacre à plein temps à la plateforme. Et je n'ai plus le temps d'enseigner, mais je vais très fréquemment en cours puisque j'accompagne les enseignants qui utilisent notre plateforme. Vous allez peut-être revenir parce que vous savez qu'on manque de profs. Je sais. Vous n'avez pas raté l'info. Voilà. Non. On a besoin de vous. Et de nombreux établissements me l'ont demandé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, c'est à vous, cher Guillaume Bian, avec la chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Allez, direction Cannes, non pas pour parler des films projetés sur la croisette, mais plutôt pour parler d'une influenceuse victime de body shaming. Alors, body shaming, que l'on peut traduire en français par la honte du corps. Si je vous dis Léna Situation, Virginie, je pense que vous pouvez à peu près voir de qui je peux parler. À peu près, c'est le bon terme. C'est le bon terme, alors on le garde. Eh bien, la star des réseaux sociaux, aux plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram, plus d'1 million sur Twitter, a été victime de body shaming lundi, après son passage sur le tapis rouge à Cannes lors de la projection de la série The Idol. Alors on la voit tout simplement dans une tenue très élégante, signée Vivienne Westwood, datant de 1994. Alors le fait que sa tenue découvre le haut en fait de ses jambes en a dérangé plus d'un sur les réseaux sociaux. Sous son post Instagram, mais également sur Twitter, de nombreux commentaires grossophobes ont fleuri. Ses cuisses ont été jugées trop grosse par les internautes. Certaines personnes lui ont conseillé de ne pas mettre ce genre de tenue avec ses jambes et d'autres l'ont carrément comparé à une dinde de, je cite, chez Pierre Dodu, enveloppée dans son filet. Alors très, voire trop vite, ce sujet est passé en top tweet sur Twitter. Léna s'est emparée tout simplement de son téléphone, son meilleur moyen de défense face à ses internautes. Et dans plusieurs stories, elle a tout simplement affiché des commentaires méchants avant de publier tout simplement ce texte. J'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps jusqu'à ces derniers mois. J'ai pris du poids, j'en suis consciente. Ma morphologie a changé, j'en suis consciente, mais Internet s'en est rendu compte avant moi et je souhaite le partager. Depuis 2 ans, j'ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de montrer une image honnête et non modifier quelque chose de vrai. Depuis jeune, on nous projette dans un corps idéal, un style idéal, que dès que je ne rentre plus dans une taille 36, je reçois des « tu manges bien à la cantine » ou encore des félicitations pour le bébé. L'influenceuse a reçu après cette story plusieurs messages de soutien, mais il y en a un qui a marqué les esprits, celui du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et de l'industrie, Bruno Le Maire. Oui, ce dernier a posté une story sur Instagram dans laquelle il salue cette démarche par notamment Bruno Le Maire. L'utilisation des filtres et des retouches nous transmet une image déformée de la réalité et peut avoir des effets dévastateurs pour l'estime de soi. Alors acceptons-nous tels que nous sommes, soyons nous-mêmes et fiers de l'être. Voilà ce qu'il a écrit sur ses réseaux sociaux. Mais ce n'est pas la première fois que l'influenceuse fait face à du cyberharcèlement. Par exemple, dernièrement, la jeune femme a été jugée infidèle lors d'une interview avec un top modèle. Oui, infidèle par rapport à son par rapport à son compagnon actuel. Et ce à cause d'un regard. Elle a regardé le top modèle et ce regard avait l'air un petit peu, comment dirais-je, un peu fougueux, si vous le voulez. Eh bien, les gens sur les réseaux sociaux ont tout simplement vu ça de côté mal. Et en guise de réponse, eh bien, l'humour, c'est parfois la meilleure arme. Elle a donc posté sa nouvelle tenue, mais avec un bandeau sur les yeux pour cacher ce regard. Bon, lui souhaite quand même courage et surtout, restez vous-même. Voilà, ne plus jamais se justifier surtout. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Magali Vaé. Et quand tu as été sélectionnée pour la Starac, ils réagissent comment? Ah bah, ils sont contents. Ils sont contents. En plus, on le sait qu'une semaine avant qu'on rentre. Donc, en plus, ah bon? Ah oui, oui. Mais comment tu te prépares en une semaine? Ah bah, on prépare tout au cas où. On prépare tout au cas où. Et, mais ils te disent quand même qu'il y a des chances ou tu n'es pas sélectionnée? Non. Moi, je l'ai su devant un prompteur et ouais, à peu près une semaine avant, le temps de tourner après le générique, tout ça. Et puis, oui, mais si par exemple, t'as un job, comment tu fais? Je sais pas, à l'époque, j'en avais pas. Donc... Et comment tu te prépares en une semaine à l'émission? Bah déjà, il faut réaliser. Je pense que c'est le plus gros des travaux. Mais t'as pas réalisé déjà que t'es là? Non, bah non, arrivé sur le Prime, j'étais comme ça. Non, j'ai pas réalisé. C'est une fois au château, une fois qu'on voit
qu'on peut toucher vraiment. Oui, et on se puis, dit, au moment où tu y arrives, il y a déjà eu pas mal d'années, on le connaît déjà sans le connaître, le château. C'est ça, ouais. Surtout que moi, à l'époque, je regardais beaucoup. Donc, je pense que c'est le fait de voir le château, vraiment, on se dit, ça y est, j'y suis, je vis cette aventure. Combien de temps, je sais pas, mais je vais la vivre à fond. Et comment tu l'as vécu, justement, cette aventure? Ah, ça a été génial. J'ai eu la chance d'avoir des copains extra avec Vous qui êtes toujours en contact? Ouais, on est toujours en contact en grande majorité. J'ai eu la chance de chanter avec de nombreux artistes et de grands artistes. Pareil, tu as toujours des contacts? Très peu, très peu. Ça, au niveau des artistes, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de... Puis nous, on n'avait pas notre téléphone, donc on ne pouvait pas se dire on échange les téléphones ou machin, voilà. Donc, oui, tu devais rechercher voilà, un contact, redemander des services. Et puis des jeunes, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui devaient en voir régulièrement. Ouais, mais toi, tu as remporté quand même. Oui, mais voilà, je sais pas. Alors, certainement que certains se souviennent de moi, j'espère, mais... J'espère. Bon. Mais non, il y a certains avec qui j'ai gardé contact au début, et puis au fil des années, voilà, ça s'est un peu perdu. Pareil pour les profs. Certains, je suis toujours en contact, et d'autres, notamment. Et cette année, tu as regardé, là, le J'ai regardé, ouais. J'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé surtout les primes, parce que j'essaye de moins juger sur le côté affectif. Tu veux voir la performance, quoi. Voilà. Et non, c'était une bonne saison, trop courte. Donc j'ai hâte de voir la prochaine qui sera logiquement beaucoup plus longue. Et la victoire, ta victoire? L'inattendu. Même le jour de la victoire? Parce que tu voyais bien que tu étais quand même aimée. Mais non, Jérémy avait été nominé qu'une fois, je crois. Donc moi j'avais été nominée plusieurs fois, mais c'était compliqué de juger. J'avais jamais été face à lui, donc je pouvais pas savoir. Je pouvais pas du tout savoir. J'avais une chance sur deux. Et le public, encore une fois, a été au rendez-vous et m'a soutenue et a changé ma vie. Et l'après-victoire, comment tu le vis? Alors, dans l'instant, bien, voilà. Normal. Que de la joie, du bonheur. On a fait, il y avait la fête le soir, une bonne semaine d'interviews, de télé, de tout ça. Un peu de repos, et puis, mais très peu. Et ensuite, tout de suite, je pars sur Paris, commencer à travailler, à maqueter le premier album. Ouais, tu vas en studio. Ouais, studio. Et puis après, je pars à Montréal. Donc, au bout d'un mois, je pars à Montréal pour enregistrer l'album. Donc, pareil, pendant un mois. Donc, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on enchaîne avec la tournée Starac. Et on va dire que la sortie du premier album, c'est là que ça a commencé à être un peu plus compliqué. Au bout de combien de temps c'était? Il est sorti mars-avril, donc ça a été assez rapide. 3 mois, quoi. Ouais, 3-4 mois, ouais. Donc, mais j'étais en pleine tournée, donc... T'as une autre adrénaline. J'étais quand même très occupée, j'étais pas toute seule. Et puis quand arrive la fin de la tournée, je crois que c'était juin, et que là, on se retrouve toute seule chez soi, on se dit... C'est un grand vide, ouais. Parce que non seulement tu étais sur scène, mais tu étais sur scène avec des amis avec qui tu avais déjà fait le château, quoi. Oui, donc, on était... Puis toute l'équipe, parce que c'est vrai que nous, on nous voyait, mais il y avait une vraie fourmilière derrière, donc c'était vraiment une grande famille. Ça fait quoi, du coup? Ça fait 7 mois que tu es tout le temps avec du monde, quoi. Pas 7 mois, non, parce que mars, avril, mai, juin, ouais. Oui, mais avant? Ouais, avant, on était 2-3. On n'était pas beaucoup avant, pendant la création de l'album. Donc, et puis, d'un seul coup, toute seule. Et puis, forcément, je me fais un peu clasher un peu partout parce que l'album n'a pas marché, tout ça. Donc, ça fait 2 choses dures à gérer. Comment tu le vis, ça? Parce que tu passes très rapidement, à l'époque, mal. D'une victoire... Ouais. Après, toi, tu dois avoir un petit sentiment de rejet alors que tu as eu une grande vague d'amour. Enfin, c'est des... Ouais, à l'époque, ça a été très dur. Après, j'ai toujours été très bien entourée par ma famille. Et j'ai eu des amis aussi qui m'ont redonné confiance, qui m'ont reboosté. Et j'ai sorti un nouveau single. Et puis après, je ne me suis pas arrêtée. J'ai été focus. Et je me suis toujours dit, tu n'es peut-être pas à la télé toutes les 5 minutes. Mais tu fais le métier que t'aimes. Oui, t'es chanteuse. Mais c'est ça, t'es chanteuse. Et une fois que j'ai compris ça, ça a été beaucoup plus simple. T'as lâché prise. Ouais, ça a été beaucoup plus simple à gérer.
je fais le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamine. Et j'ai cette chance que c'est ma passion. Donc, c'est pas donné à tout le monde. De vivre de ta passion, quoi. Oui. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Magali Vaé pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Magali et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Quelle est la journée type d'un soigneur animalier comme vous qui est au plus près des éléphants ? Alors, moi, du coup, je m'occupe d'eux depuis qu'ils sont arrivés. Donc, pour Ajandra et Sunai, septembre 2020. Et Kitai est arrivé en juin 2022. Et une journée type aux éléphants, si je la fais assez rapidement, on va contrôler nos animaux dès qu'on arrive, forcément, pour être sûr que tout va bien au niveau de la structure, de leur état physique. On va faire des entraînements médicaux avec les éléphants. Donc, ça va nous prendre 1h30 le matin. On va sortir les éléphants dans leur enclos. Ils vont profiter toute la journée des extérieurs. Pendant que nous, à l'intérieur, on nettoie tout, on fait l'entretien, on prépare toutes les rations alimentaires, tout ce qu'il faut pour les rentrer le soir dans de bonnes conditions. Et rebelote le soir, encore un entraînement médical pour les éléphants et on va nettoyer l'enclos extérieur aussi. Entretien, protection, prévention, comment se passe, et je vais donner la parole dans un instant à Mélanie, mais Valentin, comment se passe le travail avec les vétérinaires ? Eh bien, on va tout simplement être leurs yeux. On va connaître nos animaux sur le bout des doigts. Donc, on va devoir détecter un peu tout ce qui se passe et le rapporter directement au vétérinaire s'il y a besoin de faire des soins ou non. Donc oui, on est en étroite collaboration avec les vétérinaires. On est très, très proches. On communique beaucoup. Donc, c'est une relation très forte qu'on a avec les vétérinaires au sein d'un parc. Pour l'instant, Facebook était passé entre les mailles du filet parce que flou juridique entre une partie de l'application du RGPD, une partie de l'application du Cloudat. Concrètement, on se dit que le droit numérique, c'est un droit dans lequel on peut réussir à avoir moyen de moyenner, on peut s'adapter, on peut passer entre les mailles du filet. Tout. Tout ce que vous venez de dire, Marjorie, est vrai. C'est un véritable paradoxe, l'univers du numérique. On s'acharne à le réguler avec des règles qui ne sont pas applicables à 100%. Donc, ce n'est pas évident aussi pour les organismes, les plateformes, d'appliquer des règles floues. Tu as parlé, Stéphane, d'une réglementation floue. C'est bien pour ça qu'on a du mal à la saisir et à l'appliquer de manière parfaite. C'est très difficile dans le secteur de l'innovation d'anticiper et d'avoir une réglementation qui est stable et qui permet de couvrir toutes les évolutions à venir. Donc là, en termes de protection des données personnelles, on a déjà un cadre imparfait avec lequel il faut composer et qui constitue une source de cristallisation, un véritable bras de fer entre les autorités de régulation et les plateformes. Mais ça, c'est ce qu'on voit au premier plan. Parce qu'au second plan, c'est quand même une cyberguerre entre l'Europe et les États-Unis. Vous nous racontez aujourd'hui comment des élèves d'un lycée du Val d'Oise se préparent au bac philo. Oui, et si je vous en parle, vous doutez que c'est d'une manière assez originale et surtout super astucieuse, puisque ces élèves de terminale organisent des battles de philo. Donc le principe, par groupe de 2, les élèves montent sur scène et débattent autour d'une question de philo. Donc j'imagine avec un thème précis à chaque fois. Oui, alors là c'était la liberté, ce qui est un thème à la fois précis et très vaste, avec lequel on peut traiter de toutes les notions au programme, donc la conscience, l'art, en passant par la vérité ou la justice. Alors parmi les questions, il y avait par exemple l'égalité vaut-elle mieux que la liberté ? Vaut-il mieux être libre ou être heureux ? L'ignorant peut-il être libre ? Bref, que des sujets super intéressants. Génial. Et ils avaient combien de temps pour débattre ? Donc 10 minutes pour convaincre, sans notes, en se vous voyant. Et ils avaient pu préparer en groupe avant, ce qui leur a permis de réviser tout en se préparant à cette joute verbale. Et puis c'est astucieux parce qu'en plus de se préparer à l'épreuve de philo, ils se préparent surtout pour le grand oral. Ouais, bien sûr. Voilà, une des nouvelles épreuves du bac depuis la réforme du lycée. Ils font d'une pierre deux coups. Exactement. Très bon exercice. Voilà, donc on leur souhaite bonne chance. Et on rappelle que l'épreuve de philo, c'est le 14 juin prochain, donc ça approche. Et le grand oral, ça sera entre le 19 et le 30 juin. Pourquoi, Mélanie, vous vous êtes spécialisée pour l'ENAC, les nouveaux animaux de compagnie? Il y avait un besoin particulier? Alors oui, parce qu'on n'est actuellement pas très nombreux à pratiquer pour les nouveaux animaux de compagnie de manière exclusive. Alors après, il faut savoir qu'il y a un diplôme particulier à passer qui est le Collège européen. Donc moi, je ne suis pas titulaire de ce diplôme-là. J'ai juste orienté ma pratique de manière exclusive vers ces animaux-là à une époque où il y avait très peu de spécialistes diplômés en France. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui souhaiterait, on va dire, être encore plus pointu que moi sur le sujet, certainement,
c'est maintenant d'aller passer le collège européen, qui est un diplôme qu'on obtient après un internat généraliste et 3 années auprès d'un spécialiste nouveaux animaux de compagnie. Il y a vraiment besoin d'une spécialité ? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une médecine qui est vraiment émergente. Il y a même 10 ans, moi, quand je suis sortie d'internat, il y avait beaucoup moins de choses qui se faisaient qu'à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, c'est quand même pas mal de partir vers ces voies-là. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui permet d'être complètement à jour sur les dernières sorties bibliographiques. Et il y en a tellement qui sortent par an. Mais c'est comme dans le métier de Valentin, d'ailleurs, on a besoin d'être en permanence dans la bibliographie, dans les nouveaux articles, etc., les nouvelles publications internationales. On est obligé de se tenir à jour en permanence, quoi. On est à l'école toute notre vie, finalement. Irina. Oui, justement, Valentin, quelle a été votre formation? Est-ce que vous aussi, vous avez dû passer une spécialité concernant les éléphants? Alors, du coup, les formations classiques, ça va être les écoles de soigneurs. Et derrière, on va plus se spécialiser un petit peu sur le terrain, en faisant des formations, en se déplaçant dans différents parcs, échanger avec des collègues partout dans le monde pour entendre leur expérience. Donc, moi, mon parcours est un petit peu particulier, où je me suis réveillé un petit peu sur le tard par rapport à ce métier-là. Donc, moi, j'ai énormément voyagé, pris de l'expérience à l'étranger dans certains pays. Et en revenant en France, du coup, pareil, fait des différentes formations internationales ou avec des collègues français qui m'ont transmis un petit peu leur passion et leur technique par rapport aux éléphants. On commence avec les toilettes de la maternelle. Là, zéro pudeur, tout est ouvert. Les adultes peuvent être là. Tout à fait. En maternelle, les enfants sont mélangés. Il n'y a pas de division entre toilettes des filles, toilettes des garçons. Et c'est là, effectivement, qu'à travers notamment la culture matérielle, le fait que souvent il y a des urinoirs dans les maternelles et des toilettes, des sièges. Des cuvettes, oui, c'est ça. Des cuvettes, voilà. Il va y avoir pour les enfants toute cette découverte de leur genre. À travers cette culture matérielle, les filles ne vont pas dans les toilettes des garçons, mais les garçons doivent aller aussi bien dans les toilettes des garçons que dans les sièges. Et donc ça crée tout un contexte culturel à déchiffrer, à comprendre pour les enfants. En sachant que cette question du rapport à la propreté, être propre au sens je fais pas pipi et caca n'importe quand, elle est fondamentale parce que il faut être propre pour rentrer à l'école, c'est ce que disent les textes. Et ça, vous citez des instituts, des ATSEM, c'est énorme comme sujet. Alors oui, tout à fait, mais c'est un sujet, je dirais, débattu parce qu'il n'y a pas de texte qui réglementairement prévoit qu'on doit être propre pour rentrer à l'école maternelle. C'est un usage. Voilà, c'est l'usage. Et ça crée énormément de pression sur les parents, sur les enfants, pour que les enfants soient prêts en septembre, complètement dégagés des couches. Et on va le voir ensuite en entrant à l'élémentaire, au collège, au lycée. À chaque fois, on devient grand quand on change d'école, mais là, on devient élève. C'est-à-dire que devenir élève, c'est arrêter d'être un bébé. Voilà, tout à fait. Parce que le bébé, il a besoin de sa couche. Devenir élève, c'est aussi maîtriser son corps au point de savoir, je dirais, se retenir, savoir s'empêcher d'aller aux toilettes, savoir respecter les horaires. Voilà, il y a toute une discipline du corps qui va avec l'entrée même dans l'école maternelle. C'est un des 3 piliers de régulation de l'intelligence artificielle à venir en Europe. Il y a énormément de textes qui vont venir donc se renforcer. Margrethe Vestager, qui est la vice-présidente évidemment de la Commission européenne, dame de fer face aux GAFA, c'est son surnom, elle dit qu'elle veut aller vite en la matière. On est en train de confondre, d'ailleurs tout court, vitesse et précipitation, hein, Stéphane. C'est sûr, mais de toute façon, il faut un premier texte. Déjà, c'est indispensable. Après, comme l'intelligence artificielle, ce texte s'améliorera avec le temps, avec les usages, parce que de fait, les moteurs vont être de plus en plus puissants et donc devront rentrer dans notre quotidien. En septembre, on aura GPT-5 en théorie qui deviendra le véritable assistant universel parce qu'il y aura un nombre de paramètres quasiment qui frôle l'infini. Donc c'est sûr qu'on pourra poser toutes les questions que l'on veut. Donc c'est sûr que ça va rentrer dans le quotidien, mais il faut un premier texte. Ce texte-là devra être amélioré et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut que... c'est que pendant au moins, régulièrement, que ce texte puisse être plus qu'amélioré, mais en gros qu'il puisse suivre aussi les mouvements. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume. Merci Virginie. Pour votre actualité toujours très pointue, très précise, ainsi que cette chronique. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Théo Boscar. Le son, c'est Saïd Mamou. Maquillage, Laure Edmond. Une équipe d'enfer. Oui, d'enfer, ça fait boomer, je sais, mais j'assume. Et Maguessel et Agathe Delannoy à la rédac, toujours les divines, les princesses. Merci à tous.